à tous, merci d'être là pour cette table ronde, cette rencontre avec la team Dystopia, ou plutôt la Disto Team. Chaque année aux Intergalactiques, on met plutôt en avant une maison d'édition. L'année dernière, c'était la Talente. Il y a eu la Volt, voilà. Et en fait, donc cette année, on avait envie de mettre en avant les éditions Dystopia, puisque il y a une complicité, je dirais, discrète mais solide qui lie le festival et la maison d'édition, puisque nos libraires partenaires de l'Esprit Libre ont déjà organisé beaucoup de rencontres avec eux. Et puis ceux qui viennent depuis quelques années aux Intergalactiques sont pas sans savoir que il y a des auteurs donc ici présents de chez Dystopia qu'on invite quand même assez régulièrement. Donc là, on avait vraiment envie de les mettre à l'honneur. Donc je redirai à la fin de la table ronde, mais il y a toute une sélection de livres sur le salon du livre que vous pourrez retrouver pour des, enfin voilà, il y en a. Et donc voilà, et puis on avait envie de faire une discussion, une table ronde pour faire découvrir le travail de cette maison d'édition qui est pas tout à fait comme les autres. Donc pour présenter brièvement la Dystopia. Donc c'est une association loi 1901 à but non lucratif qui est animée par Xavier Vernet, Olivier Treneul, Laurence Jonard, Eugénie Bidet et Pierre Constantin. La ligne éditoriale, en fait, je pense qu'on va développer, vous allez découvrir en fait au fur et à mesure, je pense, des discussions, est très singulière. C'est une mise en avant d'auteurs et d'autrices avec donc une voix singulière qui font appel à l'imaginaire, donc la fantaisie, le fantastique, la SF, mais qui en fait se glisse. Enfin, c'est une ligne éditoriale qui se glisse dans les interstices entre tous ces genres en fait. Voilà, avec une dimension poétique, intime, parfois trash. Donc c'est voilà. Désolée, je me perds un peu. Oui, petite remarque là subjective, je dirais que c'est des textes minutieusement choisis. Les livres en eux-mêmes, vous pouvez les voir ici et puis sur le salon du livre, sont des objets à part entière. Ils ont une conception très très soignée. Et puis pour finir un peu de décrire la maison, je dirais, enfin Dystopia, je dirais qu'il y a une ambition presque d'intertextualité. On a l'impression à lire un peu que ce soit même parfois au niveau des auteurs traduits, mais peut-être particulièrement des auteurs francophones, enfin des auteuristes francophones, on a toujours l'impression qu'ils se font écho un peu les uns les autres. Voilà, et qu'il y a vraiment quelque chose qui se dégage au fur et à mesure des années en fait de cette collection. Enfin, voilà. Et il y a aussi, voilà, dernier point, et après je vais arrêter pour la présentation. Il y a un rapport aussi entre le texte et l'image qui est au cœur de nombreux ouvrages en fait édités chez Dystopia, et d'où le fait que donc là je vais présenter nos intervenants. On a réuni, on peut pas parler de Dystopia en ayant juste les auteuristes. En fait, c'est aussi il y a aussi une identité graphique. Donc nous accueillons. Pardon, je suis désolée. Je fais un peu. Donc, je vais faire les présentations, voilà. En commençant donc par Xavier Vernet, donc fondateur de la maison d'édition, voilà. Et libraire, mais ça on y reviendra, dans une librairie Scylla, qui est spécialisée dans l'imaginaire. Ensuite, donc je vais continuer. Voilà. Deux artistes, graphistes, illustrateurs, Arnaud Magnac, voilà, qui hier donc hier en fait qui était sur le salon du fanzine et de la micro-édition, donc qui travaille aussi beaucoup sur ces formats-là et qui a fait donc notamment
la cartographie, enfin les cartes intérieures du dernier roman de Luvan Tist, et puis qui avait fait les illustrations d'un recueil de nouvelles horrifiques américaines qui s'appelle Bienvenue à Storkyville. Et puis donc Stéphane Perger, donc qui est dessinateur de qui est connu aussi pour ses bandes dessinées Luminary, voilà pour la dernière. Enfin, voilà, c'est ça. Et tant d'autres. Et puis, en fait, voilà, qui signe les quasiment toutes, enfin, un grand nombre de voilà, des couvertures de la maison d'édition, et qui sont en plus des couvertures qui s'ouvrent. Enfin, c'est vraiment des œuvres d'art à part entière, quoi. Enfin, voilà, et puis aussi, on en reviendra, qu'elle fait des illustrations aussi intérieures de certains ouvrages. Continuons dans le rayonnement avec donc Luvan, donc qui donc voilà, je pense que les gens qui sont déjà venus au festival commencent à bien la connaître, mais là qui est donc édité chez Dystopia. Jusque-là, pour ses recueils de nouvelles, Cru et Fuoves. Et puis, là, très récemment, avec un roman. Ce qui est aussi, voilà, on pourra en parler sur l'évolution de la maison d'édition. On passe de la nouvelle à du roman. Et donc, voilà. Et puis, donc, Léon Henry. Donc, voilà. Donc, en fait, je fais un peu la présentation en rapport avec la maison d'édition, mais du coup, qui a co-signé qui a coécrit avec d'abord Jacques Mukieli, puis après d'autres auteurs, le cycle Yerminaningrad, qui fait partie un peu de après, vous pourrez me détromper, mais qui fait un peu partie de la genèse, enfin, en tout cas des débuts, enfin, du lancement, quoi, du projet Dystopia, et qui publiait, je réfléchis, pour le coup, c'est des nouvelles, en fait, à chaque fois chez Dystopia. On reste sur la nouvelle. Oui, pardon. Et un roman, effectivement, écrit par Jacques Mukieli et Léon Henry, qui s'appelle Sur le fleuve. Et voilà, et puis qui publie en fait chez bien d'autres maisons d'édition comme La Volte, et puis récemment Rivage avec donc Hector, qui est son dernier livre. Et voilà. Et donc donc Eugénie Bidet, qui donc qui a, si j'ai bien compris, rejoint la maison un peu plus récemment. Et pareil, vous me détromperez en fait, et qui en fait a développé une nouvelle collection, en fait, ce qui est une collection de jeux de rôle. Alors on pourra présenter cette collection de jeux de rôle qui est pas, qui est pareil, qui a une patte et vraiment une singularité et une dimension aussi très littéraire, très poétique. Voilà. Donc, après cette présentation un peu bancale, je vais passer la parole à nos intervenants. J'ai fait quand même un petit déroulé. Peut-être commencer par le début. J'avais intitulé cette partie de Scylla en Dystopia. Donc Dystopia a été créé, si je ne me trompe, en 2010. La première publication, c'est le recueil de nouvelles Bara Yogoy. Mais c'est un recueil qui fait suite à un autre recueil qui s'appelait Yamaloka Terminus, qui avait été publié par l'Altiplano en 2008. Et voilà. Et peut-être vous aviez quelques mots sur l'histoire de la maison. Bonjour, bonsoir. Oh là, ça va être compliqué. Merci. Vous m'entendez ? Oui, c'est bon. Bonjour, merci à toutes et à tous d'être venus un dimanche matin. On va essayer de se réveiller ensemble. Je suis Xavier Vernet, je suis libraire depuis une vingtaine d'années à Paris, toute petite librairie spécialisée en science-fiction, fantasy et fantastique.
Il y a plusieurs choses qui ont participé à la création de Dystopia, en fait, cette association à but non lucratif, effectivement, comme tu le disais, Anne. Il y a eu plusieurs facteurs, en fait. Déjà, la librairie, dans son ensemble, c'est un système d'entreprise et d'un réseau, en fait, qui a toujours un peu peur de sa propre disparition. En fait, dans les années 80, on avait peur de la Fnac, on allait tous mourir. Plus tard, en fait, on avait peur d'Amazon, on allait tous mourir. Ensuite, on a eu peur du livre numérique, on va tous mourir. Donc en fait, c'est toujours un peu, c'est un boulot un peu stressant. Enfin, Anne, tu sais ça. Et du coup, je me rends compte en fait que une des choses qui a participé à la création de Dystopia, c'est un souvenir d'Hannibal dans l'agence Tourisque. Je suis désolé, là, ça commence déjà à partir n'importe comment. En fait, il y a un épisode, j'adorais, quand j'avais 6 ans, je regardais l'agence Tourisque et j'adorais ça. Je sais que c'est très très nul aujourd'hui, parce que c'est toujours les mêmes épisodes en fait. Et il y a un épisode dont je me souviens extrêmement bien et qui se finit toujours. En fait, il y a toujours un moment où ils sont prisonniers dans une grange ou dans un entrepôt. Ils ont jusqu'à 6h du matin pour se sortir ou que les méchants donnent l'assaut. Et en fait, à un moment, ils sont pris dans une grange et il y a un mec qui est avec eux, qui ne fait pas partie de l'agence et qui panique. Et donc, il y a Hannibal qui le prend entre 4 yeux et qui dit « Mais en fait, arrête de paniquer, nous, on a fait le Vietnam. Considère qu'on est mort et tu vas voir, ça va bien se passer. On va pouvoir se mettre à bosser et faire des trucs intéressants pour se sauver. » Et donc, effectivement, en fait, donc il y a la petite musique martiale, on voit les biceps saillants qui font des trucs. Et le matin, en fait, il y a une espèce d'énorme machine qui lance des grosses patates. Et là, la métaphore, elle va être chelou, en fait, parce que Dystopia, c'est un lanceur de patates. Et donc, les bouquins qu'on fait, c'est des patates. Mais en fait, du coup, on a fait un truc pour pas mourir. Et ça va être très, très compliqué de faire qu'1 heure en partant comme ça. Je suis vraiment désolé, toutes mes excuses. Voilà, en fait, non, mais pour revenir un peu au centre du truc, c'est que plutôt que d'être paralysé et de rien faire et de se dire qu'on va tous mourir, en fait, on préfère faire des choses qui sont souvent restés en fait dans l'angle mort de l'édition traditionnelle. En fait, un des textes fondateurs pour lesquels Dystopia existe, c'était la réédition des Soldats de la Mer. Les Soldats de la Mer, c'est un texte qui a plus de 50 ans et qui est inclassable par essence. Et Sylla fait de l'occasion et du neuf. Et dès que je trouvais ce livre-là dans l'une des 4 éditions précédentes, je l'achetais, je le rachetais, et puis bien sûr je le conseillais à mes clients qui revenaient me voir en me disant « Mais ce bouquin est formidable, comment c'est possible que ça reste épuisé en fait ?» Et puis du coup, on s'est dit avec 2 autres libraires, donc Olivier qui est devenu président de l'association et Clément Bourgoin, avec qui je bosse toujours sur le site, qui est mon webmaster de Sylla, de Dystopia, et puis d'autres sites d'éditeurs comme La Talente, Le Bélial. On s'est décidé en fait de créer une maison sur laquelle nous, sur la partie éditoriale, donc le travail éditorial est offert, et bénévole de notre part. Par contre, on essaierait de payer le mieux possible tous les intervenants, de l'auteur, les graphistes, l'imprimeur, on imprime en France, on continue à imprimer en France, les correctrices quand on travaille avec. Et voilà. Et en fait, je vais m'arrêter là en fait parce qu'il faut quand même que je passe le micro. En fait, pour moi, c'est une belle réussite parce qu'on est toujours là au bout de 13 ans. On n'a absolument pas pu fêter nos 10 ans parce qu'en fait, on a fêté nos 10 ans pendant le premier confinement. Donc, on a tout foiré. En fait, tout ce qu'on avait mis en place pour faire des événements en librairie, en bibliothèque, on n'a pas pu les faire. Donc, en fait, c'est un peu notre rattrapage. Donc, ça, c'est super. Merci pour l'invitation. Et je m'arrête là pour le point de départ de Dystopia. Posez-nous des questions après si on a le temps. Je ne sais pas comment c'est possible. Si vous voulez qu'on éclaire des choses, voilà. On n'aura pas le temps des questions, pardon. Venez sur le stand après, on est en face de la librairie. Oui, non, mais on va prendre un temps pour les questions du public, bien sûr. Donc, voilà, ce que tu as déjà un peu souligné, c'est effectivement des partis pris éditoriaux et même commerciaux qui sont un peu très différents en fait de l'édition traditionnelle, on va dire. Donc, je me demandais s'il y avait une sorte de choix de la discrétion. Et peut-être, tu peux évoquer, et puis vous pouvez rebondir aussi
suis désolée, j'ai l'impression que vraiment mes questions elles sont hyper formelles par rapport au... On va déformaliser, je pense. Mais, voilà, enfin, en fait, c'est Dystopia, c'est un rythme de publication qui est pas, voilà, qui est, quand on connaît un peu l'édition, c'est, enfin, l'édition en France, c'est un rythme effréné. Enfin, chaque année, désolé, j'enfonce un peu des portes ouvertes, mais les chiffres de nombre de livres de la rentrée littéraire, enfin voilà, c'est pléthorique et tout le monde s'en plaint, y compris les éditeurs qui abreuvent de livres la rentrée littéraire. Dystopia, c'est enfin un livre par an. Il n'y a même pas vraiment il y a pas de, voilà, non, il n'y a pas de rythme du tout. Voilà, c'est ça. Il y a pas de rythme particulier. Autre parti pris. Alors soit enfin peut-être je dis le 2-3 et puis on en parle. Donc voilà, ce rythme de publication en fait qui est pas lié à voilà un rythme, mais plutôt genre au texte en fait. Quel texte, à quel moment. Un choix aussi d'autodiffusion et d'autodistribution. Donc dans la chaîne du livre, les maisons d'édition, on va dire plus traditionnelles, passent par des gros pôles logistiques qui sont les distributeurs, et puis ont en gros un ensemble de représentants qui gèrent plusieurs maisons d'édition et puis qui s'occupent de la com, la diffusion, etc. Et là, on a une structure en fait qui fait sa propre distribution. Donc voilà, quand on travaille en librairie avec Dystopia, on est habitué à recevoir les colis avec avec écriture manuscrite et tout, et puis également outil de diffusion avec un vrai travail de terrain et je dirais de confiance avec des libraires à travers la France, quoi. Et ce qui fait que c'est une maison d'édition un peu qui peut paraître un peu de niche comme ça. Et puis, et je finis avec ça, mais il y en aurait peut-être d'autres éléments à donner. Un choix aussi de ne pas mettre de 4e de couverture, ce qui peut être un peu déroutant. Pour même il y a des libraires qui n'aiment pas du tout ça, mais ce qui en fait donne à l'objet quelque chose d'un peu énigmatique, et puis voilà, qui oblige aussi, du coup je parle en tant que libraire, quand on veut vendre des livres de Dystopia, il y a effectivement l'objet qui est magnifique, et puis il faut en parler en fait, et il faut aimer les textes pour en parler. Voilà, j'ai fini pour ces parties pris. Alors oui, je rebondis juste sur ce que tu disais. En fait, enfin, le choix d'autodiffusion, d'autodistribution, c'est une fin en soi. Souvent, des petites maisons d'édition se créent en passant par là pour créer un début de catalogue et pour aller voir ensuite ces diffuseurs, ces distributeurs pour diffuser. Mais nous, en fait, le pari, c'était de se dire, aujourd'hui, il y a Internet, on a besoin de 50 libraires prescripteurs. Et là, c'est vraiment important, le prescripteur. Pour moi, c'est le cœur de ce métier-là. En fait, c'est le conseil, c'est la prescription. Et c'est aussi ça, en fait, ne pas mettre de texte en 4e de couve, c'est entériner le fait qu'un livre, en fait, se vend pas tout seul, en fait, que quoi qu'on en pense, mais avec une 4e de couve super élogieuse, en fait, il y a besoin de personnes qui en parlent. Et du coup, nous, il y avait plusieurs volontés, et ça a été fait d'abord avec Léo et Jacques, en fait, quand on a fait le premier Barayogoy, en fait, on leur a dit qu'on voulait pas mettre de 4e de couverture, et ils ont été tout à fait d'accord. Et ça permet aussi de confier aussi l'intégralité de la couverture à des graphistes. On n'a même pas nos logos, en fait, sur la couverture. En fait, il y a vraiment un parti pris assez extrême, j'avoue. Mais on est un peu excessif, mais on trouve des gens qui ont les mêmes pathologies que nous, donc ça, c'est plutôt chouette, de toute façon. Enfin, voilà, c'était juste pour... Et le code barre est intégré dans l'illustration, et il bip. Voilà. C'est très on fait beaucoup de tests, en amont. Eh ben, peut-être un mot de Stéphane Perger sur justement le travail sur ces couvertures, puisqu'on en parle. Comment utiliser la oui, on peut en parler. Oui. Si ça vous dérange pas. Du coup, je vais reprendre la belle analogie de l'agence touriste, du coup.
Ouais, en fait, je suis un peu Mr. T. Mais enfin, sans la parade Mr. T, hein, mais j'ai pas les chaînes, tout ça. Mais en fait, ce qui est génial, c'est donc il me file le van et il me file la grange. Et du coup, moi, j'ai toute la nuit pour mettre une super belle carapace anti-balle, tout ça par-dessus, pour que ce soit un truc de dingue quand ça sort, quoi, à 6h du matin. C'est ça. Plus d'une nuit, quand même. Donc, ouais, non, sans déconner. En fait, ce qui est chouette, c'est qu'à chaque livre, en fait, il n'y a pas d'histoire de collection, il n'y a pas d'histoire de choses à suivre, de contraintes graphiques spécialement de base. En fait, moi, je lis tous les bouquins parce que chez Dystopia, ça sort pas à flux tendu, il n'y a pas 25 bouquins par an, donc je peux me permettre de lire tout le livre avant de faire la couverture. Donc je reste pas juste sur un synopsis qui me dit à peu près ce qui se passe dedans, parce que généralement les livres chez Dystopia, ils sont tous, ils ont tous, comment dire, une âme, quelque chose, quoi. C'est difficile de les résumer en 3 lignes. C'est peut-être pour ça aussi qu'il n'y a pas de 4e de couve. Je viens de trouver pourquoi maintenant. Donc très dur à résumer, donc c'est bien de se plonger dedans. Moi, c'est ce que je fais. Du coup, je lis tous les livres. Et comme ça, j'ai vraiment toute la matière possible pour pouvoir après vraiment faire la couverture qui, à mon sens, l'emballera le mieux possible. Donc après, c'est vraiment à chaque livre on va dire ça, substantifique moelle, tout ça. Et moi, je vais essayer avec mes petits outils à moi et mon petit savoir-faire, je vais essayer de faire au mieux, de faire ressentir ce que moi j'ai ressenti quand j'ai lu le bouquin. Enfin, c'est vraiment, il y a un côté émotionnel, il y a quelque chose de, voilà. Et puis je l'entoure complètement le bouquin. Il y a cette histoire de rabat, de 4e de couverture. Enfin, je peux faire une illustration qui est complètement globale, qui tourne vraiment tout autour du livre. Et du coup, ça me permet vraiment d'avoir une amplitude sur le dessin et pas d'avoir seulement juste la première de couve où il faut tout mettre pour que ce soit le plus accrocheur possible. En fait, j'essaye pas d'avoir vraiment la première de couve qui va forcément te frapper au visage parce que les gens vont le prendre et en fait ils vont le tourner dans tous les sens et ils vont regarder et en fait c'est vraiment sur l'amplitude que ça fonctionne et pas forcément juste sur un truc de loin où tu vois une première de couve. Donc après le fonctionnement de travail ça change à chaque fois. C'est difficile à décrire de la manière dont je travaille parce que ça va venir en fonction du texte, de ce que je vais y trouver moi. Il y a des moments, il y a des choses qui vont me parler, tout ça. Enfin voilà. Et les auteurs comme les éditeurs me laissent une carte blanche extrêmement blanche. On fait jamais de brief en fait. On te donne le texte et on ne donne pas d'indication. En fait, on ne dit pas va dans cette direction. Donc je les remercie pour cette confiance quand même depuis 13 ans maintenant, depuis le début, qui est quand même juste dingue, hein, parce que moi j'ai une liberté de travail qui est folle et puis puis ça se passe super bien, donc voilà, on est tous contents a priori, voilà. Et j'aimerais bien donc maintenant interroger Luvan et Léo donc dans l'ordre qui souhaiteront, enfin sur la manière dont eux sont entrés en contact avec Dystopia et sont arrivés en gros dans le projet d'une part. Alors on pourra peut-être faire un point sur Yermina Leningrad, enfin peut-être en parler un petit peu plus pour je sais pas si les gens qui connaissent déjà cette série de ce cycle Yermina Leningrad qui a commencé avec Yamaloka Terminus. Ok, bah voilà, ça ferait bien de présenter du coup. Donc, je suis en train de, pardon. Donc voilà. Et puis donc je récapitule. Donc comment vous êtes entrés, voilà, enfin comment vous êtes rencontrés en fait, comment vous avez intégré ce projet-là. Et puis après je poserai les autres questions.
Je pense que c'est Léo qui peut commencer là-dessus. C'est le tout début. Non, Scylla, en fait, je vais raconter l'histoire comme moi je m'en souviens, après vous allez faire des corrections. On avait fait avec Jacques le premier bouquin de Yermina Dingrad, donc qui était chez l'Altiplano. À l'époque, on avait déjà embarqué Stéphane pour qu'il nous fasse la couverture et on avait demandé à l'Altiplano si on pouvait mettre des illustrations à l'intérieur parce qu'on avait un petit kink avec les livres pour adultes illustrés. Et c'était compliqué éditorialement, donc il y a eu une illustration qui a été faite et qui n'est pas dans le livre. Et voilà. Et donc ça avait donné Yamaloka Terminus. Et Yamaloka Terminus n'avait pas vocation à devenir autre chose qu'un livre unique, mais c'est un livre qui a été très bien accueilli à Scylla, qui a été super défendu à Scylla. On a fait la sortie là-bas. Il y a eu un intérêt de Xavier et de la team pour ce bouquin. Et quand Dystopia s'est créé, ils sont venus nous voir en disant on aimerait bien que vous fassiez un livre à 4 mains. Et du coup, avec Jacques, on a dit directos, bien sûr, on revient à Yermina Dingrad, mais par contre, on voudrait beaucoup un livre illustré par Stéphane avec des illustrations intérieures. Et du coup, c'est ça qui a donné le premier bouquin de Dystopia, qui est Barayogoi, et qui a un peu posé un certain nombre de trucs de la maison d'édition, genre le format de bouquin, le fait qu'il y a des rabats, le fait que, autant que faire se peut, on met des illustrations dedans, Stéphane à la couverture, voilà. L'intertextualité, effectivement, en fait, parce que le fait que c'était un bouquin qui dialoguait avec un livre dans une autre maison d'édition, etc. Et du coup, quand l'Altiplano a assez vite coulé, et quelques années plus tard, Dystopia a racheté les droits et republié Yamaloka Terminus, donc dans l'édition qui est là, qui est du coup la deuxième édition de ce livre. Et il y a eu 4 livres dans ce cycle. Et voilà. Non, et alors sinon, juste pour peut-être faire le rebond et passer la main à Luvan, quand Luvan a fait son premier recueil chez Dystopia, Stéphane a fait la plus belle couverture de tous les temps pour un livre de Luvan. Et depuis, je lui dis, pourquoi tu ne me fais pas une couverture aussi jolie que celle que tu as fait à Luvan? Et il me dit, la prochaine fois que tu me fais un titre en 3 lettres. Et donc, c'est là où j'en suis. Mais j'ai toujours pas droit à une couverture aussi belle que celle de Cru. Comment est-ce que tu es arrivé, Luvan? C'est toi qui m'a fait entrer, je crois. Carrément, ouais. C'est juste ça, c'est aussi simple. Tu m'as recruté dans un café à Bruxelles pour un projet numérique qui a disparu de la sphère numérique parce qu'on a bêtement oublié de payer le domaine, mais qui était trop bien, qui s'appelait Le Norn. Et je ne sais pas comment ça s'est passé chronologiquement par rapport au Norn, mais c'était avant. Enfin, je crois que tu as tout simplement... tu as ouvert la porte, je ne sais plus comment. Enfin, je sais pas après comment toi tu as reçu le matos. C'est simple, en fait. Léo est venu me voir un jour, comme il vient souvent à Paris, il passe, et il me dit mais comment ça se fait? Je sais pas mon imitation de Léo, comment elle est. Je parle tellement pas comme ça. mais c'est que tu t'entends pas. Il vous regarde derrière, ses grandes lunettes avec ses petits yeux et tout, et puis il vous transperce comme ça. Il fait mais il faut que tu lises Luvan. Non, je parle de moins en moins comme ça, c'est ouf. Je crois quand t'es vénère, ouais. Tu fais mais c'est complètement dystotime. Voilà. Et puis donc on a lu les premiers textes de Luvan qui ont composé Cru, et c'est comme ça qu'on. T'avais pas un gun sur notre tempe, mais il fallait qu'on lise quand même Luvan. Et je viens de me fâcher en direct avec Léo. Enfin, je suis désolé. C'est parce que la formule magique ne marche pas. C'est un autre mage qui l'utilise. Mais aussi, je voulais rajouter qu'en fait, on s'est rencontrés. On était publiés comme pas mal d'écrivaines et d'écrivains de science-fiction de la scène française et imaginaire en général, de notre génération en tout cas, chez une maison d'édition indépendante très active dans les années 90-2000 qui s'appelait l'Oxymore et qui était installée à Montpellier. Voilà. Et on était publiés. En fait, c'était une maison d'édition qui publiait sur véritable appel à texte donc qui s'offrait le luxe de découvrir des textes de personnes inconnues sur des appels à texte thématiques. C'est une maison d'édition un peu gothique avec aussi un soin sur les couvertures, etc. Et voilà, donc qui était mené par Léa Silol. Et donc une partie en fait des nouvelles de Cru ont été publiées dans des anthologies de l'Oxymore et une partie sont inédites. Et dans les autres liens qu'on peut voir, après c'est facile parce que l'Oxymore a publié à peu près les premiers textes de tout le monde de cette génération, mais il y a par exemple Mélanie Fazi qui est au catalogue Dystopia, qui faisait partie de cette petite bande là à l'époque.
Et pour développer un peu cette question, donc là, c'est voilà comment vous êtes arrivé dans la maison d'édition. Et autre question, ce qu'on note aussi, c'est que dans vos œuvres respectives, en fait, il y a des livres qui sont publiés donc chez Dystopia, mais pas tous. Enfin voilà, il y a Leuven, tu publies aussi à la Volte, Léo également, et puis chez Rivage. Et alors à la base, il y a peut-être cet accent sur la nouvelle de Dystopia, mais même plus généralement, qu'est-ce qui et peut-être en fait Xavier pourra répondre également. Qu'est-ce qui fait que on publie certains textes et pas d'autres dans cette maison? Après, on a la contrainte, comme on publie en moyenne que 2 textes par an, en fait, et qu'on a une politique de suivi d'auteurs quand ils nous proposent les textes, on publie très peu. Donc forcément, quand on a un Léo qui produit ce qu'il produit, il est forcément obligé d'avoir plusieurs éditeurs. Et puis, ça dépend des projets. Enfin, après, nous, c'est un luxe, en fait, d'être tout petit et de ne pas avoir d'enjeu financier, en fait. On ne vit pas de l'édition, donc en fait, on marche qu'au coup de cœur. Et comme on publie peu, on fait très peu. Et après, les auteurs nous envoient ou pas des textes et la chose se fait comme ça. Après, effectivement, il y a beaucoup de passerelles avec La Volte, qui est un éditeur que moi j'aime beaucoup et je pousse beaucoup à Scylla. Donc en fait, Susto, on l'avait en lecture, mais on a aussi un vote collégial. Donc en fait, si on n'est pas tous les 4 ou tous les 5 en fonction de la période de l'équipe à être ultra fan, on peut. Et puis on a toujours un système de droit de veto. En fait, il peut y avoir un ou deux des 5 qui claquent un veto dessus. Donc c'est pour ça que Susto, on l'avait pas fait. Et parce que Mathias de La Volte était chaud bouillant. Son contrat il était déjà prêt. Et on savait que le livre allait être publié plus vite que nous on l'aurait fait. Il n'y avait pas d'enchère. C'est vrai que je me rappelle que tu m'avais dit si La Volte est hyper enthousiaste, Susto, Dystopia laisse Susto à La Volte. Si La Volte n'en veut pas, ce serait dommage que ça sorte pas, donc on le ferait. Je me rappelle que c'était comme ça. Donc en fait là, il n'y avait pas vraiment d'enchère. C'est pas. J'avais le luxe d'avoir 2 possibilités ouvertes. Et puis en fait, Mathias, donc c'est pas collégial comme tu dis, c'est Mathias. Et Mathias a adoré Susto, donc du coup tu m'as dit c'est cool, du coup autant le faire à La Volte parce qu'il le défendra. Et il était effectivement chaud bouillant parce que en plus il voulait publier une femme francophone. C'est le premier ouvrage d'une autrice francophone et il avait très très hâte d'avoir une autrice francophone à son catalogue aussi, au-delà du fait qu'il a vraiment juste adoré le bouquin. Donc ça s'est passé comme ça. Spleen, c'était un peu différent. Spleen, en fait, Spleen a fait, parce qu'on en parlera peut-être du système des disto-bourses, mais du coup j'ai proposé Spleen en disto-bourse, il n'a pas été retenu. Et du coup, voilà. Et ensuite, une fois que je l'ai terminé, je l'ai proposé. Je voulais proposer. Tu l'as passé directement à La Volte. Non, je crois que tu avais dit que c'était un peu trop concept pour vous. C'est ça, un truc un peu trop XP ou trop concept. Et la Volte l'a adoré. Voilà. Donc moi, c'est vraiment, pour moi, j'ai 2 éditeurs et c'est pas, il n'y a pas de mise en chair, j'ai jamais été face à un choix où je me suis dit qu'est-ce que Dystopia peut m'offrir que La Volte peut pas m'offrir ou vice versa. J'ai jamais été dans cette dynamique là avec vous 2, donc ça c'est super pour l'instant en tout cas. Peut-être qu'à un moment ça sera ça et je vais détester, mais pour l'instant ça s'est fait de manière organique et juste parce que vous connaissez bien aussi, donc voilà. Et puis pour Tist, en fait, c'est édité parce qu'en fait il y a aussi les éditions Scylla, parce qu'en fait, moi, je considère vraiment que Dystopia, c'est un laboratoire où on teste plein de choses et que j'ai rajouté une branche éditoriale sur Scylla avec aujourd'hui 5 textes. Et en fait, quand tu m'as passé Tist à lire, c'était vraiment pour savoir ce que j'en pensais, parce que tu l'avais écrit à la sortie de ton Covid. Et en fait, quand je l'ai lu l'été, il y a 2 ou 3 étés, je t'ai directement dit, mais en fait, tu me le passes pour juste avoir mon avis ou est-ce que je peux le faire ? Et en fait, tu me dis, ah non, mais si tu veux le faire, vas-y. Et donc, j'ai fait, ok, je te fais un contrat tout de suite. Ouais, il y a eu une entremetteuse, parce que c'était Laurence Jonard qui
qu'il a lu parce que je savais qu'elle était en fait Tuste fait partie enfin je sais pas pour moi j'étais très incertaine de ce que je proposais puisque je l'ai écrit vraiment en étant très malade et j'avais besoin de savoir un petit peu ce que Laurence en pensait parce que je sais qu'il y a certains de mes textes plus abstraits ou avec lesquels elle accroche pas et celui-ci me semblait voilà je savais pas où le positionner donc je me suis dit mon compas ça va être Laurence Jonard. Et c'est Laurence Jonard a complètement adoré, elle a fait la postface et elle m'a dit tu devrais vraiment l'envoyer à Xavier, d'autant que tu voulais pour Scylla faire de la fantaisie aussi. Oui, j'avais jamais fait de fantaisie effectivement sur ça. Du coup, voilà, ça s'est fait un peu comme ça. Et Agrafa, je le destinais à la Volte, donc ça c'était clair dans ma tête, donc je l'ai pas fait lire du tout. Et ben c'est tout. Je crois qu'on a fait le tour. Ouais. Et il y a eu un deuxième donc recueil de nouvelles, Few of Us, qui est un petit peu la continuité enfin c'est des nouvelles de Weird, pré-apo et post-apo. Et la particularité, en fait, ce que je voudrais souligner, ce que j'adore avec il y a une synchronicité totale entre. En fait, j'ai écrit les nouvelles de Few of Us en même temps que Sousto. Que le roman Sousto qui est publié chez La Volte et je me suis aperçue que c'est en fait assez fréquent et Spleen et Tuste sont sortis ont été écrits quasiment en même temps aussi hein. Donc pour l'instant il y a toujours une synchronicité rigolote entre ce que j'écris pour La Volte, enfin ce que j'écris et qui va sortir chez La Volte et ce que j'écris qui sort chez Dystopia. C'est assez rigolo. Là c'était voilà, ça s'est produit comme ça à 2 reprises déjà, parce que lorsque j'écris un roman, je procrastine en écrivant des nouvelles. Parce qu'enfin, un roman, c'est un peu, c'est un marathon, quoi. C'est de longue haleine et la dopamine qu'on reçoit lorsqu'on termine, voilà, quand on unlock un niveau, arrive super tard et c'est très très long et du coup, en fait, j'écris des nouvelles j'écris toujours des nouvelles lorsque j'écris un roman pour ouais, c'est vraiment de la procrastination. C'est comme jouer à un jeu vidéo. C'est parce que voilà, j'ai des petits achievements unlocked intermédiaires. Et du coup, c'est assez. Ça me plaît beaucoup. Et là, pour rebondir sur l'intertextualité, enfin, du coup, là, c'est hyper évident. C'est-à-dire que si on lit, si on lit Tusto et Few of Us, il y a vraiment des échos hyper évidents. Et alors du coup, il y a en termes de production, c'est Spleen et Tuste qui sont sortis à peu près en même temps. Donc un recueil de nouvelles chez La Volte et Tuste un roman. Mais en revanche, en termes de matériaux bruts, avant Tuste, j'avais écrit Agrafa. Et j'ai l'impression qu'en fait, Tuste a été une autre façon de traiter le même matériau brut. J'en suis convaincue. Et par contre, ça a donné 2 choses totalement différentes. Donc ça, pour moi, c'est vraiment une chance. Tu parlais de liberté, toi, mais moi, c'est le fait d'avoir ces 2 éditions. Ça me permet de créer des échos. Et ça me permet de grandir. En fait, le fait d'être accompagné par ces 2 maisons d'édition, pour moi, c'est hyper. Comment dire ? Ça façonne vraiment mon écriture ou ma façon d'écrire. Et ça, je peux en revenir par rapport à la mise en page, parce qu'on n'a pas parlé de Laure Afchin, qui est une autre artisane de Dystopia et de La Volte, et sans laquelle, donc c'est elle qui a créé qui est typographe, elle a créé la typo de La Volte, et elle fait les mises en page, les principales mises en page à la Volte et chez Dystopia. Et sans elle, enfin si c'était pas elle. Si c'était pas, mais ça on en reparlera de la mise en page après peut-être. J'écrirais différemment. Et j'avais autre chose à dire, mais je l'ai oublié parce que du coup je suis passée par la case Laure Afchin et j'ai une telle admiration pour cette personne que du coup je suis restée coincée à la case Laure Afchin. Je suis restée coincée à la case Laure Afchin. Laure Afchin. Oui, donc... Intertextualité, pardon, juste petite anecdote. Il y a un des personnages. Ah non, je peux pas le dire. Spoiler alert. Ah non, si je le dis, ouais, Léo me tue après. Bon, il y a donc une autre intertextualité cachée. Et en parlant du coup d'intertextualité et de ce côté laboratoire, donc
Voilà, si je veux bien que si voilà, ça vous dérange pas trop, revenir un peu justement sur le cycle Yerminalingrad et en fait le livre, le dernier livre du cycle en fait est un recueil de nouvelles qui se déroule dans ce même univers. Et en fait, c'est des nouvelles de différents auteurs de science-fiction ou d'imaginaire francophone. Et la particularité, c'est que on a le nom des auteurs sur la couverture, mais on ne sait pas qui a écrit quoi, en fait. Et donc, il y a tout un... Enfin, c'est vraiment comment dire, c'est vraiment une œuvre c'est vraiment une œuvre singulière. Déjà, tout le cycle est très singulier. Et puis, il y a aussi eu un travail vraiment aussi autour du rapport texte-image. Voilà, est-ce que vous voulez en dire un petit mot Alors, ce 4e bouquin du cycle s'appelle Hadar. Donc, je speedrun l'histoire de Yerminalingrad. Donc, le bouquin l'Altiplano, Barayogoy, premier bouquin chez Dystopia. Quelques mois, années après, on se retrouve tous les trois. Donc, les trois à l'époque, c'était donc moi, Jacques et Stéphane dans un interzone de boulot. Et donc, on se dit, bah, c'est pas grave, on n'a qu'à faire un livre. Et donc, on fait le 3e bouquin de Yerminalingrad qui s'appelle Tadjele. Et pendant qu'on est en train de finaliser Tadjele, donc le livre est terminé d'être écrit, alors 2 événements se produisent. Le premier, qui est plutôt cool, c'est qu'il y a au moins 2 personnes qu'on connaît, donc 2 collègues, qui nous disent mais en fait c'est chouette cet univers parce que les nouvelles qu'on écrivait avec Jacques n'étaient pas signées, n'étaient pas attribuées, donc personne ne savait qui avait écrit quoi dans les livres. Et donc il y a plusieurs personnes écrivantes qui nous disent on aimerait venir jouer à Yerminalingrad. Donc moi j'étais pas ultra chaud. En fait, c'était une discussion qu'on avait avec Jacques à ce moment-là de savoir si c'était viable, si ça valait le coup. Et donc deuxième événement dramatique, mais en même temps qui est aussi un événement qui noue Yerminalingrad en tant que tout pour moi, c'est que Jacques est mort à ce moment-là. Et donc avec l'équipe de Dystopia, on a terminé le travail éditorial sur le bouquin, on a sorti le livre. Et ensuite, on a lancé le projet suivant qui était donc de suivre cette idée-là et d'inviter autrices et auteurs à nous rejoindre à Yerminalingrad. Et donc, on a fait Hadar. Et le principe de Hadar, c'est que c'est un écho au premier livre. Dans le premier livre, c'était des habitants singuliers de Yerminalingrad qui racontaient la ville de l'intérieur. Et là, on a des gens qui ne sont pas originaires de cette ville qui y vont pour diverses raisons, hein, pour le travail, pour tourisme, pour enquête, etc. Et pour construire ce livre, donc il y a des systèmes de contraintes qui sont extrêmement compliqués et relativement ésotériques sur comment est-ce qu'on se répartit le travail et qui fait quoi. Mais sur la structuration de ce livre, en fait, on a demandé à Stéphane de réaliser autant d'illustrations qu'il y avait de nouvelles, donc 13. Et ensuite, on a attribué les illustrations, c'est-à-dire que les illustrations précèdent les textes. C'est-à-dire que les personnes qui écrivent avaient l'illustration qui allait accompagner leur texte. Ce ne sont pas des illustrations, ce sont des... Ouais. Oui, tu as raison. En fait, mais ils et elles avaient y compris la consigne de dire ce dessin sera mis en parallèle avec votre texte. Après, vous en faites ce que vous voulez. Enfin, c'est pas obligé que ça illustre une scène, etc. Et du coup, voilà, c'est ça qui s'est passé avec Hadar. Et c'est un très très chouette bouquin pour plein de raisons. Mais un des trucs qui moi me touche particulièrement, mais avec Yerminalingrad en général, c'est que c'est un endroit qu'on a construit et détruit très méthodiquement depuis le début, qu'on a construit, déconstruit et détruit, et que pourtant il persiste. Et du coup, il y avait ce truc-là qui était très très étonnant, c'est-à-dire que ces gens avec leur écriture singulière, et souvent, enfin, je veux dire, c'est des copines et des copains, donc c'est des gens dont on aime la façon de taffer et qui ont souvent des façons très très spécifiques d'aborder les choses. En fait, se sont totalement appropriés cet endroit, et cet endroit est absolument reconnaissable, que ce soit dans la voix de Stéphane Beauverger ou de Mélanie Fazi ou de Sabrina Calvo en fait, c'est que et je pense que moi j'ai rarement rencontré des gens qui sont capables de dire il y en a qu'on reconnaît un peu, mais la plupart du temps les gens se gourrent complètement pour savoir qui a écrit quoi parce que Yerminalingrad en fait. Juste une petite précision en fait sur la façon dont le 4e recueil a été lancé, c'est qu'en fait l'auteur invité c'est Laurent Kleutzer qui a fait une nouvelle dans Tadjele, le 3e recueil, et je me souviens très bien d'une journée où Jacques, habitant juste à côté de la librairie, passait plusieurs fois par semaine, et un jour il débarque et il fait j'ai une idée.
Je fais la même imitation, en fait, c'est ça. En fait. Il y avait une petite ressemblance, en fait. C'est ça, ouais. En fait, je crois que j'ai bien fait de faire libraire, en fait, et pas imitateur. Et Jacques déboule un jour et il me dit, ouais, j'ai un truc à te dire, j'ai une super idée. Et je dis, ouais, ça tombe bien, moi aussi, j'ai une super idée. Il faut qu'on pousse plus loin et que, du coup, on fasse un 4e recueil avec, en changeant encore le boulot des auteurs, en fait, où ils deviendraient, en fait, Léo et Jacques, dans le 4e recueil, ils sont anthologistes. Ils sont plus auteurs, en fait, de nouvelles. Et puis voilà, donc ça s'est fait comme ça. J'espère que mes questions, je suis désolée, j'ai l'impression qu'elles sont un peu décousues, mais parce que j'essaye, je me dis, j'essaie de faire un peu parler tout le monde aussi, mais du coup, je me rends pas du tout compte en fait si l'image, si on donne une vision unifiée de la maison, ou au contraire plein de petites, voilà. Je pense que voilà, pour avoir une vision un peu d'ensemble, il faut vraiment aller en fait sur le salon, et puis aussi là on n'a pas forcément beaucoup développé sur le contenu des livres. On parle de Yarminalingrad, c'est une ville fictive d'Europe centrale qui a c'est plus qu'une esthétique, mais un peu post-soviétique, assez post-apo, voilà, et qui est rempli de mythes. Voilà, donc effectivement, on n'est pas vraiment forcément en train de présenter chaque livre, voilà, mais je voulais embrayer sur deux choses en fait, et là on va donner la parole à Arnaud, je pense, notamment d'une part comment lui est entré dans la maison d'édition avec, si je ne me trompe, le recueil Bienvenue à Sturkeyville, dont il a fait les illustrations intérieures, et puis là il a fait un travail du coup sur Just, peut-être parler de de ton travail dans ces 2 livres. Et puis, peut-être ça permettra de rebondir sur la question des textes traduits, parce qu'il y a aussi, ça peut être intéressant à évoquer également quelle place ils prennent, comment, voilà. Ok, alors déjà, je suis arrivé tardivement chez Scylla Dystopia, et j'étais client de la librairie avant tout, et parce que c'est quand même t'es un vendeur redoutable. Il m'a pris plein d'argent et j'ai plein de livres que j'aime plus que je ne peux en lire. Et c'est une maison d'édition que j'ai toujours admirée. De par l'objet livre, par les gens qui écrivent dedans. Et un jour, à la librairie, entre-temps, on communiquait un peu sur les réseaux sociaux, et puis Xavier a vu mes dessins. Et un jour, il m'a dit, un jour, tu bosseras pour moi, je te ferai un projet et tout. Si moi, je fais, ouais. Cool, en pensant ça n'arrivera jamais. Et puis, et en fait, si, c'est arrivé. Il avait donc cette idée de Bienvenue à Sturkeyville, voilà, et que j'ai pu illustrer et cartographier. Et donc, je crois que c'est la première traduction. Ouais. Et le livre a une belle histoire aussi, parce qu'en fait, c'est vraiment un de tes clients qui t'a parlé de cet auteur-là. Et qui l'adorait, qu'il avait lu quelques-unes de ses nouvelles, et qui trouvait dommage que ça avait jamais été édité. Et donc vous avez fait ça, et puis tu m'as pris avec moi qui était aussi un de tes clients. Donc il y a vraiment une histoire de clients libraires, de bibliophiles aussi. Voilà, on aime tous bien l'objet livre, et donc tu m'as embarqué là-dedans. Et voilà. Et donc j'ai lu tous les textes que j'ai illustrés. Donc oui, et c'est une publication posthume, Bob Lehman étant décédé. Donc tu m'as laissé en carte blanche, et j'ai pas pu non plus communiquer avec l'auteur pour un peu avoir des infos sur sa vision de la chose. Donc c'est vraiment, j'ai mis beaucoup de ma vision personnelle. Après, je me suis pas mal retrouvé dans Sturkeyville. C'est un peu, pour parler vite fait du livre, c'est des nouvelles aussi. Et puis ça fonctionne un peu comme Yarminalingrad, et en même temps pas du tout, parce que toutes les nouvelles se passent dans la même ville, dans le même endroit, une ville fictive aussi, mais on est vraiment sur la petite ville américaine, un peu bourgeoise,
un peu en déclin. Donc il y a un peu une classe dominante qui vit un peu sur ses acquis. Et il se passe plein d'événements bizarres. Un peu genre, on est un peu... On met un peu de Lovecraft, un peu de Stephen King, un peu de Twin Peaks dans un pot, on secoue bien fort et pouf, il y a Starkville qui sort. Et donc dans un univers quand même pas mal pulp. Et donc tout ça, c'était vraiment un peu tout ce que j'aime. Donc c'était assez cool d'illustrer ces nouvelles dans cet esprit-là. Et voilà, il y avait une question subsidiaire, j'ai oublié. Alors, il y avait... embrayé sur 2 questions possibles, le travail sur Tuste et puis la question de la traduction, donc dans l'ordre que vous voulez. Ah oui, alors bon, la traduction, je te laisserai. Voilà, c'est ça, parce que moi j'y suis pour rien. Et non, alors oui, c'est vrai que sur Starkville, j'ai fait. Il y a une carte au début là que vous avez pu voir. Et bon, c'était vraiment un plan de ville assez illustratif. Ça sert pas à grand chose dans le récit. Mais bon, comme toutes les nouvelles se déroulent dans le même endroit, ça faisait sens vraiment d'illustrer cet endroit, à la fois via quelques illustrations un peu de paysages, des décors urbains de la ville, mais aussi la représenter sous forme de carte. Avec, on a mis un peu des cercles concentriques. C'était une idée à toi d'ailleurs. Des cercles concentriques qui montrent l'activité fantastique qui s'étend un peu en ville. Et donc il y avait cette carte-là. Et ensuite, j'ai fait les cartes sur Tiste. Et là, c'était une approche complètement différente. Parce que déjà, on a pu communiquer un peu avec Luvan et voir un peu comment elle avait bossé. Et c'était intéressant de savoir qu'en fait, elle a écrit, je crois, le bouquin avec une carte sur les genoux. Et donc, la cartographie était beaucoup plus présente dans ce bouquin-là. Et il y a même une carte intradiégétique, donc qui revêt un sens dans l'histoire aussi. Donc c'était d'autant plus intéressant de faire ces cartes-là. Et du coup, ouais, et donc j'ai essayé de cartographier son univers, qui est quand même un peu nébuleux et difficile à cartographier, mais c'était intéressant à faire. Parce qu'il y a des différentes réalités qui coexistent. Donc différentes réalités, différentes cartes. Et puis j'ai vraiment tenu à faire des cartes peut-être plus vaste que ton univers, histoire vraiment de l'étendre et d'y apporter ma part, et notamment la deuxième carte, donc la carte un peu de l'univers fantastique. J'y ai mis beaucoup de moi-même et des choses assez personnelles qui sont, je crois, plutôt bien intégrées. Je crois que tu as pris mes suggestions avec bienveillance, et puis j'espère que les cartes, justement, au lieu de l'idée, c'est que vous y repériez un petit peu, mais surtout en fait d'étendre l'univers et plus que vous y repériez, que vous y perdiez. Voilà. Et j'ajoute que c'était pas, enfin que c'était une demande de ma part aussi de faire des cartes. Du coup, je te connaissais pas, donc en fait pour moi c'est un livre de fantasy. Je voulais je voulais répondre à la question qu'est-ce que la fantasy pour moi. Comme tu l'avais fait Léo pour Tessel, parce que Léo est aussi publié chez SF Gallimard. Et du coup, pour moi, la fantasy, c'était les cartes, quoi. Il ne pouvait pas y avoir un bouquin de fantasy sans cartes. Et du coup, j'en parle à Xavier, qui forcément dit « Ah, tu as dit prononcer le mot carte !» J'ai l'homme qu'il faut. J'ai un Arnaud S. Maniac pour toi, si tu veux. Première fraîcheur. Du coup, c'était chouette. Ouais, et c'était même une belle collaboration. Et finalement, c'est un mot qui est revenu plusieurs fois dans la présentation de la maison d'édition. Et c'est vrai que j'aime bien le fait que les livres ils sont un peu co-créés par les auteurs, les autrices, mais aussi par les illustrateurs. Et il y a des choses qui sont un peu par rebond. Et ça s'est fait un peu aussi avec Stéphane sur Starkville, où quand il a vu certains de mes dessins intérieurs, il a intégré certains éléments à la couverture. Ensuite, moi, Xavier m'a montré sa couverture et j'ai dit « Ah, mais c'est mortel ça, je vais le redessiner à l'intérieur. » Et puis les dessins se créent comme ça par rebond et on s'inspire mutuellement, je pense. Et après, Tuste, c'est quand même un exemple c'est presque l'aboutissement pour l'instant de ce que fait Dystopia, parce qu'il y a tout dans ce livre. Il y a un texte dingo, il y a de la maquette, il y a une couverture folle, il y a des cartes, il y a des illustrations intérieures, il y a un jeu de rôle, la numérotation des pages sert à jouer au jeu de rôle. Enfin, je sais pas, c'est genre tout ce qu'on peut faire rentrer dans un livre et un peu plus, et puis on pousse. Et il n'y avait pas la place pour le CD, en fait. Ça, il y a un Y dans le titre aussi.
C'est important, ça. C'est pour ça qu'il n'y a pas de place. Je suis désolé, on te remettra une page de plus. Non, mais du coup, c'est marrant parce que les dédicaces que j'ai de Tist, elles ont tendance à se mélanger. Nos dessins finissent par cohabiter ensemble avec le texte que Luvan rajoute et selon l'ordre dans lequel on le dédicace, ça crée un espèce de mélange triple dédicace. Essayez d'en prendre 3 ou 4 quand vous ça se tente. Faut que je reparle de la traduction là du coup. Oui. Ouais. Donc je vous ai parlé des Rémi en fait qui était une des composantes du point de départ de Dystopia, et en fait il y avait une autre chose qu'on avait en tête et qui était surtout dans ma tête. En fait j'étais nostalgique d'une collection de Casterman. En fait Casterman dans les années 60 avait fait une collection d'anthologies qui a duré jusqu'aux années 70 qui était la collection Autre temps, Autre monde, et en fait il y avait un sous-titre sur quasiment toutes leurs anthologies qui me fascinait. Ce sous-titre, bon, il y avait un titre type Bateau ivre au fil du temps, texte choisi, présenté et traduit par. Et en fait, je trouvais qu'il y avait une espèce d'intention que les textes n'avaient pas été choisis par hasard, que le traducteur qui avait fait le boulot, qui était de la même personne qui était l'anthologiste, avait vraiment tout réuni, tout pensé pour faire ce recueil-là et pas un autre, et que c'était bien pensé et pesé. Et je me suis dit, après le premier recueil, donc Barayogoy, quand il sort, et ça je m'en souviendrai très très bien, c'était après la deuxième dédicace où je reçois Michael Moorcock. Mélanie Fazi est présente. J'aime beaucoup ce qu'elle fait, je défends son travail depuis le début de Scylla. Et donc son travail alimentaire à Mélanie, c'est la traduction. En fait, elle est traductrice, c'est une très très bonne traductrice, et moi j'avais vraiment pris conscience du moment où un auteur et son traducteur ou sa traductrice sont en phase avec ses traductions de Graham Joyce. Brajon avait fait plusieurs romans traduits par Mélanie Fazi de Graham Joyce, Ligne de vie notamment, que je vous conseille. Enfin, c'est vraiment un très très bon roman. Et je trouvais vraiment qu'il y avait à la fois une espèce de parenté entre leurs œuvres et qui faisait que la traduction n'était que meilleure. Et donc, à la fin de la dédicace, tout le monde était parti, Moorcock était rentré, et Mélanie fait partie des derniers à rester. Je lui dis, écoute, t'as vu qu'on a créé Dystopia? Elle fait, ouais, j'ai vu, c'est chouette, merci. J'ai un projet à te proposer. Et je lui dis, écoute, voilà, on aimerait te confier les clés d'un recueil. Du coup, donc c'est toujours le système de... On n'hésite pas à changer les casquettes des gens avec qui on travaille. Et je lui explique le principe. En fait, c'est simple. On te donne l'auteur de ton choix. Tu choisis l'intégralité des textes et tu les présentes et tu les traduis. La seule chose que je peux te garantir, parce qu'on avait absolument zéro moyen, c'est qu'on peut te donner 20% sur les ventes qu'on fera. Et vu ce qu'on a vendu sur Barayogoy, je peux te garantir 100 ventes. Donc rien du tout, en fait. Une traduction, c'est plusieurs milliers d'euros. Donc c'était quasiment, elle partait pour un travail bénévole. Elle me dit, bah écoute, là je suis bourré, donc je te réponds pas tout de suite. Je fais, ok, c'est normal, on se rappelle demain. Non mais elle accepte ça, je balance pas. Et donc elle me rappelle le lendemain, elle fait, bah écoute, j'ai dessoulé, j'ai réfléchi, et c'est oui, et ça sera Lisa Tuttle, parce que Lisa Tuttle, c'est une autrice qui a énormément compté pour moi. Et du coup, elle nous fait le recueil Un cinéaste et fantôme, ça c'est le deuxième, c'est pas celui-là, ça c'est Chambre inquiète. On a tout vendu quasiment. Et elle nous fait donc la traduction de 7 textes pour Un cinéaste et fantôme, qui du coup est notre deuxième recueil publié. Et en fait, il y a un truc absolument magique qui se passe, c'est que en fait, tout se passe mieux que ce qu'on pouvait espérer que ça allait se passer. En fait, on a très vite le Grand Prix de l'Imaginaire. Avant d'avoir même le Grand Prix de l'Imaginaire pour le meilleur recueil traduction, on a une offre de Folio SF pour une reprise en poche, un truc que jamais on aurait pu attendre, et qu'au final, en fait, on l'a payé bien plus que ce qu'on pensait, et même correctement par rapport aux tarifs habituels. Donc en fait, c'était l'enchaînement de trucs parfaits. On fait très peu de traductions, mais du coup, quand on en fait, ça passe comme ça. Alors maintenant, on arrive à payer avec une avance, donc ça, c'est plus sécure pour les traducteurs et traductrices avec qui on travaille. Mais voilà, ça se fait comme ça, et on fait très très peu de traductions parce que c'est extrêmement coûteux, et dans notre économie, c'est beaucoup plus risqué aussi. Et le livre est ultra bien.
C'est ce que tu as oublié de dire. Oui, pardon. Et du coup, on en a fait, pardon. Et je finis juste, on en a fait un deuxième de Lisa Tuttle, parce que quand on fait le lancement à Paris de Un Cinéaste les fantômes, Nathalie Serval, qui était la traductrice, qui a traduit quasiment toutes les nouvelles dans les années 90 de Lisa Tuttle, n'avait jamais rencontré l'autrice, et elle se rencontre à Paris, hyper contente de se voir. Et puis, on se dit, en fait, on va pas s'arrêter là. En fait, on va faire un best-of. Et donc, avec Mélanie, Nathalie et puis l'équipe Dystopia, on a relu toutes les nouvelles déjà traduites. Et comme c'était ces traductions de jeunesse, en fait, Nathalie a dit, bon, ok, on fait la sélection. Par contre, je révise toutes mes trades et on y va, on fait le deuxième recueil. Et voilà, ça fait partie de l'ADN aussi de Dystopia. Il nous reste un quart d'heure à peu près. Peut-être on peut dire un mot de la collection jeux de rôle en fait dans les prolongements, et puis éventuellement déjà de la collection jeux de rôle qui est toute récente du coup. Oui. Du coup, moi, je suis arrivée dans la Disto Team en 2017 avec Anaïs. Et donc, avant qu'on lance le jeu de rôle, on avait déjà quand même bien bousillé notre ligne éditoriale. C'est-à-dire que on faisait que de la nouvelle, et puis il y a eu des romans. Et puis, on faisait que du texte, et on a publié les Carpe Diem de Lise L, qui sont des petits corbeaux trash en strip. Vraiment, enfin, venez les feuilleter et ricaner sur le stand, c'est méchant, c'est rigolo, c'est très bien. Et puis, on faisait que de la fiction, et puis on a publié Nous qui n'existons pas de Mélanie Fazi, suivi de L'année suspendue, qui sont des témoignages extrêmement intimes en fait, de son décalage avec la norme, et de comment les fictions peuvent nous enfermer ou nous libérer de ça. Du coup, à un moment, le jeu de rôle, pourquoi pas, sachant que voilà, on est plusieurs à être rentrés dans la team, donc Laurence, Anaïs et moi, qui sommes un peu fondus de jeux de rôle, et que du coup on arrivait avec aussi cette passion là, quoi. Et du coup, en 2020, pour les 10 ans de Dystopia, devait sortir une nouvelle collection, et les livres sont finalement sortis en 2021 parce qu'on s'est dit que les librairies étant fermées, on savait pas où on allait jeter les bébés. Les patates de la machine à patates. Et du coup, on a publié donc Bois dormant, vivre avec les ronces de Melville, et La clé des nuages de KF, suivi de La clé des songes de Côme Martin. 2 jeux de rôle sans meneur de jeu, sans scénario, sans dés. En gros, si vous voyez bien Donjons et Dragons, vous savez que c'est juste pas du tout ça. 2 jeux qui parlent de choses très très différentes. Dans La clé des nuages, on joue un mage qui explore des ruines pour aboutir à la quête de toute une vie. Dans Bois dormant, on joue des gens dans une mégapole sous blocus, vaguement, enfin en cours de post-apo, qui essaye de faire communauté et d'apprendre à s'aimer, à se pardonner, et à, j'ai plus le 3e de la tagline de Melville. En gros, c'est La Belle au bois dormant à la ZAD. Et néanmoins, ils ont quelque chose en commun, je pense, qui est de ne donner absolument aucune place à la bagarre, aux caractéristiques chiffrées, et qui fait beaucoup de place à que les joueurs et joueuses autour de la table essayent de créer de belles choses ensemble et de se comprendre. Et ça nous tenait à cœur. Et la petite collection suit sa vie avec un petit dernier qui s'appelle Cités abîmées de Côme Martin, pour émuler des cités obscures de Peters et Skeuten, si vous voyez un peu le genre de BD, ambiance années 30, surréalisme, et ça se joue avec des cartes à jouer. Cette fois-ci, il y a un meneur de jeu ou une meneuse de jeu, ou plusieurs, et moi je conseille au moins 2. Voilà. J'en ai parlé très très vite. Si vous voulez qu'on en parle plus, n'hésitez pas à venir sur le stand.
pour les feuilleter et éventuellement les acheter parce que je pense qu'ils valent le coup. Oui, bah merci. Ouais, c'est. Enfin voilà, Juste parce que si je peux me permettre, du coup, ce que je trouve quand même très très chouette, c'est que Bois dormant donc a été écrit par Melville. Melville ensuite a été récupéré par Luvan, qui lui a demandé un jeu qui irait avec Tist, et Melville a donc écrit un jeu de rôle solo. Qui est à la fin de Tist et qui se joue avec des pierres vives qu'on tire au hasard, qui sont dans les numéros de page. Donc on ouvre le livre au hasard, dessiné par Arnaud. Donc Melville est complètement a été complètement digéré par Dystopia, et je trouve intéressant de noter aussi que la clé des songes la clé des nuages de KF a pas mal inspiré Dévoyé, qui est maintenant à la fin de Spleen, le recueil de Luvan à la Volte, et auquel vous avez joué hier soir en public. Donc voilà, le grand mélange continue. Oui, c'est ça. Mais en fait, on a vraiment l'impression que oui, la partie JDR vraiment répond à la partie, enfin, à la ligne JDR. Encore une fois, fait écho à la partie littéraire vraiment. Et c'est voilà. Enfin, c'est cool. En fait, il y a plein de choses à évoquer. Enfin, voilà, sur cette édition, elle est vraiment très très riche. Il y a et en fait, quand on creuse, c'est un peu comme les livres en eux-mêmes, quoi. Il y a un monde, et en fait, on ouvre et en fait, il y a plein de choses, quoi, qui se déploient. Et donc dans ces choses, il y a un projet qui s'appelle la Disto-bourse, et qui est une bourse d'aide à la création littéraire et artistique. Est-ce que, Xavier, tu peux nous présenter ce que c'est et peut-être ce à quoi ça a donné lieu aussi Alors, en 2 mots, quand on a publié Hadar, le 4e recueil de Yerminatingrad, on arrivait en fait à l'épuisement des stocks qu'on avait rachetés à l'Altiplano quand on avait racheté les contrats. On en avait racheté 400, donc on avait le Yamaloka Terminus, le premier volume, qui était quasi épuisé. Et comme on imprimait au début en impression numérique 200 par 200 Bariogoy, on s'est dit on va faire un gros crowdfunding pour faire le 4e et réimprimer le 1 et le 2 pour avoir tout disponible. Donc un crowdfunding où il nous fallait 30 000 €, hein, donc c'était une énorme somme. On arrive au cap des 100%, des fameux 100% qu'il faut avoir pour que le crowdfunding puisse se faire. Et on dépasse même, et on avait donné, je ne me souviens plus exactement des sommes, mais 2 caps suivants, où il y avait le premier cap où on payait plus les auteurs. Je crois qu'ils avaient accepté quelque chose comme 77 ou 78 € par nouvelle, ce qui était rien du tout. Et en fait, ils ont pu avoir 200 € de plus grâce au premier cap. Et le deuxième cap, en fait, ça a dégagé 3 000 € de plus, et qu'on voulait constituer en bourse d'aide à la création. Et ça, on n'a pas pu l'avoir. On a publié les bouquins, et puis cette idée-là, comme souvent en fait, j'ai plein d'idées, il y en a beaucoup qui sont pas bonnes et qui méritent pas d'être signalées ici, et d'autres qui sont plutôt bonnes, et en fait elles me restent en tête. Et je pense que ça c'est complètement lié à l'écriture de Susto. Il me semble que c'est sur Susto où en fait Luvan, son boulot aussi alimentaire, c'est la traduction. Donc tu étais dans l'écriture, tu m'arrêtes si j'ai des bêtises, mais tu étais dans l'écriture de Susto, et aux 2/3 du roman, tu dois mettre en pause l'écriture pour faire de la traduction, c'est ça, hein. Et du coup, ça a cassé l'élan, ça a dû retarder la parution d'1 an, 1 an et demi facilement. Et le fait d'avoir ça, en fait, je me dis, mais putain, c'est quand même... 3 000 €, ça permet de faire 3 mois consacrés à ça, au moins de pouvoir s'acheter ses pâtes et payer une partie de son loyer. Donc, je me redis, en fait, c'est quand même pas hyper compliqué avec la communauté Scylla Dystopia de dire aux gens, filez 60 balles sur 1 an. Et puis, voilà, dès qu'on arrive à 3 000, on a de quoi constituer une bourse. Et si vous donnez effectivement ça, en fait, vous votez sur les dossiers que vous pouvez, que vous voulez voir avoir cette bourse. Et donc, du coup, on a eu Léo qui a eu la première bourse, du coup.
pour Hector. Non, oui, c'est ça. Si, c'est ça, C'est ouais. ça. Ouais. J'ai eu la première bourse et du coup, j'ai piraté l'argent et je suis allé faire un bouquin ailleurs. Non, mais en fait, tu n'as pas du tout piraté l'argent. En fait, on savait que nous, on s'engageait pas à publier le livre, forcément, donc c'était vraiment une bourse à la création. Par contre, on avait une clause, Léo Henry. En fait, un auteur ou une autrice ou un créateur ne pouvait pas proposer un dossier 2 années de suite, une fois qu'il l'avait eu. En fait, voilà, on avait ça. C'est la clause Léo Henry. Donc là, je me suis vraiment fâché définitivement avec Léo Henry. Ici, je suis vraiment désolé, c'était pas prévu. Et donc, du coup, la deuxième bourse, ça a été l'UVAN. Non. C'était qui la deuxième? Je me souviens plus. C'est Sébastien Juillard, c'est ça. C'est Sébastien Juillard pour son roman de Viking. On essaye d'en faire une tous les ans, mais en fait, on n'y arrive pas, donc c'est tous les 2 ans plutôt. Voilà, et on essaie de continuer de faire ça régulièrement et puis d'essayer de faire grossir ça. Et du coup, celle de l'année dernière, je sais plus qui a eu la première, et il me semble que c'est Nathalie. Oui, mais après, après, on va rentrer dans les détails, mais en fait, on a fait grossir la bourse et il y a une de 3 000, une de 2 000, une de 1 000 maintenant. Voilà, et notamment comme Martin, du coup, qui a publié chez JDR, qui en a eu une aussi de ces bourses-là pour. J'allais dire un roman, mais ce sera un truc très bizarre à monter soi-même. Voilà. Bon, on a parlé 1h15. Est-ce que vous avez des choses à ajouter Est-ce que... Alors, on est censé s'interrompre, en fait. Je suis désolée. En fait, les questions sur le stand, en fait. Ouais, c'est ça, parce que j'ai envie de vous inviter à faire, c'est vraiment de venir sur le stand et de poser vos questions et de voir les textes, de voir à quel point aussi, en termes de genre, ils sont à la fois de plein de genres différents, fantastiques, horrifiques, voilà, et en même temps toujours dans les creux et les interstices, voilà. Donc je pense, c'est peut-être la meilleure chose à faire, de venir poser des questions sur le stand. Voilà, merci beaucoup. Merci.